Bienvenue dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Donald Trump dans la tourmente, il dénonce une chasse aux sorcières. La transcription d'un échange téléphonique prouve qu'il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur la famille de Joe Biden, son potentiel rival à la présidentielle de 2020. Dans l'actualité également, les députés britanniques de retour au Parlement après 4 semaines d'interruption de leurs travaux. La Cour suprême a annulé hier la décision controversée de Boris Johnson de suspendre le Parlement. Et puis ce rapport alarmant des experts du GIEC sur les océans. Victimes du réchauffement, ils dépérissent à grande vitesse. On terminera ce journal dans le sud de l'Espagne pour admirer les œuvres de Pablo Picasso et d'Alexander Calder réunies dans une exposition. Donald Trump dénonce une chasse aux sorcières et maintient qu'il n'a pas exercé la moindre pression sur l'Ukraine. La transcription d'un appel téléphonique entre lui et le président ukrainien prouve pourtant qu'il a demandé à son homologue d'enquêter sur son rival Joe Biden. Les explications de Romain Gauguelin. Le verbatim de la conversation téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky confirme que le président américain a bien demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival politique démocrate Joe Biden. Donald Trump assure qu'il n'y a pas eu la moindre pression et qu'il s'agit d'une gigantesque chasse aux sorcières. Mais selon la transcription de l'échange téléphonique, le président américain a bien demandé un service à Kiev. On parle beaucoup du fils Biden et du fait que Biden ait arrêté l'enquête, aurait ainsi dit Donald Trump, avant d'ajouter que ce serait formidable si le président ukrainien pouvait se pencher sur le sujet. Les démocrates accusent Donald Trump de s'être livré à un chantage et tentent de convaincre des élus républicains de soutenir la procédure d'impeachment lancée contre le président américain. Côté républicain, l'ancien candidat à la présidentielle Mitt Romney estime profondément préoccupant l'échange téléphonique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'est un nouveau rapport alarmant sur le climat qui a été dévoilé par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Leur principale inquiétude, l'impact des changements climatiques sur les océans. On retrouve dans la rédaction Julien Pavy, journaliste de l'équipe française d'Euronews. Julien, que faut-il retenir de ce nouveau rapport ? Eh bien, tout d'abord, l'augmentation du niveau des océans. Selon les experts du GIEC, cette augmentation est aujourd'hui 2,5 fois plus rapide qu'au siècle dernier et elle devrait encore s'accélérer. Les risques, on les connaît. À terme, ce sont des zones côtières et des petites îles qui seront plus souvent inondées, voire à terme submergées, et donc plusieurs centaines de millions d'habitants forcés à partir. Les experts préconisent déjà certaines mesures d'anticipation, comme la construction de digues aux abords de grandes métropoles côtières, voire l'évacuation de certaines zones à risque. L'autre point de ce rapport, c'est l'augmentation de la température des mers. Selon les experts, les océans ont absorbé 1/4 des gaz à effet de serre émis par l'homme et une part significative de la chaleur issue des activités humaines. Les conséquences de ce réchauffement des mers, ce sont des glaciers qui disparaissent, c'est davantage d'acidité en mer et moins d'oxygène, ce qui impacte les coraux et plus globalement l'écosystème marin avec des conséquences directes là aussi pour la pêche. Les prises de poissons pourraient diminuer de plus de 20% d'ici la fin du siècle. Certains de ces impacts du changement climatique sont déjà irréversibles, notent les experts, et le constat final reste le même. Les gouvernements aujourd'hui n'en font pas assez pour réduire leurs émissions de CO2. Merci Julien pour votre éclairage. Je vous le disais en titre, les députés britanniques ont repris le chemin du Parlement après 4 semaines d'interruption. Une suspension décidée par Boris Johnson, mais jugée illégale par la Cour suprême hier. Le Premier ministre britannique est de retour de New York où il participait à la 74e Assemblée générale de l'ONU. On fait le point. C'est un Boris Johnson très combatif qui est apparu ce mercredi soir devant le Parlement britannique. Au lendemain du revers infligé par la Cour suprême, ordonnant la reprise du travail parlementaire, le Premier ministre assume et compte toujours mener le Brexit à son terme le 31 octobre prochain. Le Parlement ne veut pas honorer ses promesses et respecter le référendum. Les gens chez eux savent très bien que ce Parlement continuera à retarder le processus, à saboter les négociations, car ils ne veulent pas d'un accord. Dans la ligne de mire de Boris Johnson, Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes, qu'il accuse de laisser pourrir la situation. Élection anticipée, nouveau référendum, toutes les options sont encore sur la table.
Venons-en à la détresse des familles de djihadistes partis en Syrie. Notre journaliste Annelise Borges a rencontré la mère d'un jeune homme qui a monté une association en France. Elle souhaite alerter sur le sort des familles retenues en Syrie et aider d'autres parents en détresse. Le récit de Christophe Garache. Il ne lui reste que quelques dessins et de vieilles photos jolies. Dominique a perdu son fils en Syrie, c'était en 2013. Nicolas avait 20 ans. Radicalisé, il a fait partie des 5000 Européens à rejoindre les rangs des djihadistes de Daesh. Puis il s'est fait tuer, comme son demi-frère, quelques mois plus tard. Et pour justifier son départ, Nicolas avait dit à sa mère qu'il partait en vacances. Effectivement, c'était un prétexte, quoi. Et le départ s'est fait pour la Syrie, quoi. Seule face au deuil, au remords et à la vindicte, la mère de Nicolas décide alors de monter une association en France. Si rien ne bouge, agissons, tel est son nom. Pour rester informé, pour rompre sa solitude avec d'autres familles de djihadistes, pour alerter aussi les autorités sur le sort de ces familles à jamais brisées. Alors Dominique a écrit à une kyrielle de ministres et aussi au président Macron. Autant de SOS restés sans réponse. Depuis, Dominique se bat comme elle le peut pour aider d'autres parents en détresse. Et moi, j'ai le cas de maman qui me disent ma fille a 18 ans, voilà, ça y est, c'est plus ma fille, quoi, hein, je la reconnais plus. Et on est en 2019. Donc ça continue. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Dominique essaye aussi d'aider d'autres familles à faire revenir en France ces enfants dont les parents djihadistes ont été tués en Syrie. Mais que se passera-t-il dans la tête de tous ces jeunes enfants de djihadistes si leur sort n'est pas rapidement clarifié ? Il faudrait peut-être essayer d'y réfléchir un peu plus, mais rapidement, surtout, rapidement, parce que plus le temps passe, plus les enfants grandissent et plus ils vivent des choses atroces. Maintenant, c'est la famine, c'est la maladie, c'est tout ce que vous voulez. Avant, c'était la guerre, les bombes, les exactions. C'est des enfants qui sont c'est des traumatismes de guerre. Et là, c'est encore pire parce que quand ils vont grandir, ils vont avoir la haine de tout le monde, que ce soit de leur pays d'origine comme du pays où ils se trouvent. Donc eux, ça va être des tueurs en série. Pour parler de ce sujet, je reçois sur ce plateau Annelise Borges. Annelise, bonsoir. Bonsoir. Alors, le reportage que l'on vient de regarder fait partie d'une série que vous avez réalisée entre l'Europe et la Syrie sur les enfants et les familles de djihadistes. Dans ce sujet précisément, vous donnez la parole à une femme, vous l'avez rencontrée à Toulouse, en France. À la fin du reportage, elle lance un appel aux autorités pour que les enfants de djihadistes soient sortis des camps de rétention syriens. Absolument. Elle me parlait, et ça c'est quelque chose que j'ai pu voir avec mes propres yeux en allant là-bas, des conditions sanitaires critiques, très difficiles, des latrines à ciel ouvert, aucun traitement sanitaire, très peu d'eau potable. Aucune protection pour les enfants, et on parle des milliers d'enfants européens, mais aussi syriens, irakiens, qui sont dans ce genre de camp-là, et une structure médicale très basique, fermée la nuit, fermée les week-ends, où les enfants tombent malades à tour de rôle, et les autorités kurdes nous disaient, on parle de plus de 240 enfants qui sont morts depuis le début de l'année, dont le dernier, un Français de 12 ans, il s'appelait Sofiane et il est mort la semaine dernière. On comprend mieux pourquoi cette femme dit qu'il y a urgence et qu'il faut agir très vite. Absolument, c'est quelque chose dont les familles, même comme cette dame, Dominique, son enfant n'est plus vivant. Mais elle me disait que c'est pas parce qu'il est mort, c'est pas parce qu'elle a perdu cette lutte, cette bataille, qu'elle ne va pas se battre pour ses autres enfants, pour que ça ne se répète pas. En fait, la lutte de ces familles-là qui sont restées en France, en Belgique, au Royaume-Uni et partout en Europe et dans d'autres pays aussi, on parle entre 20 000 et 40 000 étrangers qui ont rejoint Daesh pendant ces années d'existence, de plus de 110 pays. Et donc c'est vraiment un problème très grand, et ces familles-là,
ils disent que pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment passé, il faut les ramener, ces personnes-là, et il faut surtout les ramener, les petits, pour éviter que la haine et que ce genre de sentiment de distance entre nous et eux grandissent en fait, et que eux, ils sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus humain. Merci beaucoup Anne-Lise d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que votre documentaire sur les enfants européens de Daesh sera diffusé à partir de vendredi sur Euronews. Que s'est-il passé dans le reste de l'actualité européenne? Voici un tour d'horizon préparé par nos confrères des équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Die Deutsche Condor soll einen Überbrückungskredit La rédaction allemande d'Euronews s'intéresse aux répercussions de la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook et en particulier sur sa filiale Condor. Les avions de cette compagnie aérienne allemande à Bakou vont pouvoir continuer à voler grâce à un prêt relais garanti par l'État d'un montant de 380 millions d'euros. Die Unterstützung nicht aus politischen Gründen erfolgt. La pronuncia della consulta sul caso. La rédaction italienne se penche quant à elle sur la question du suicide assisté et de l'euthanasie. La Cour constitutionnelle s'est saisie du débat et pourrait se positionner sur ce sujet hautement sensible en Italie et ailleurs en Europe. Nos confrères italiens rappellent que les Pays-Bas étaient, il y a 15 ans, le premier pays à avoir légalisé l'euthanasie. Tra eutanasia attiva e passiva, quest'ultima che Una victoria para la democracia española. Notre bureau espagnol revient, lui, sur le discours de Pedro Sánchez à la tribune des Nations Unies. Le Premier ministre par intérim est revenu sur le feu vert de la justice à l'exhumation du corps de Franco de son mausolée. Il voit dans cette décision une victoire de la démocratie espagnole. Excelencias. Hoy, 24 de septiembre de 2019. Enfin, notre bureau en Grèce a tourné un reportage à Syros, une île des Cyclades, qui accueille chaque année un festival international du film d'animation. Anima Syros, c'est son nom, qui a fêté ses 11 ans cette année. On termine ce journal par une exposition exceptionnelle qui a quitté Paris pour Malaga, en Espagne. Elle réunit le travail de Pablo Picasso et d'Alexander Calder. Romain Gauguelin nous l'a fait découvrir. Après Paris, l'exposition Calder-Picasso ouvre ses portes à Malaga, là où le maître de la peinture abstraite est né en 1881. À Paris, sur une période de 6 mois, le musée Picasso a enregistré près de 400 000 visiteurs pour cette exposition consacrée à l'artiste espagnol et au sculpteur américain Alexander Calder. Au total, près de 120 œuvres des deux artistes sont présentées. José Lebrero est le directeur du musée Picasso de Malaga. Dans cette exposition, on découvre un Picasso méconnu. Avec ses œuvres, l'artiste s'approche de ce que nous appelons l'abstraction et il commence à jouer avec la géométrie, comme les enfants quand on les laisse jouer avec des formes géométriques. Et d'une certaine façon, c'est ce Picasso qu'Alexander Calder développe. Pablo Picasso et Alexander Calder sont deux des artistes les plus influents et les plus novateurs du XXe siècle. Le sculpteur américain expliquait que ses œuvres avaient pour origine le dessin et la peinture. L'exposition met en lumière à la fois la proximité et les dissemblances du travail de ces deux artistes dont on n'avait jamais vu d'aussi près leur influence réciproque. L'exposition Calder-Picasso, c'est à Malaga jusqu'au 2 février 2020. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews, l'information continue. Très belle soirée, à demain.